Monsieur Leroy, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cet entretien. Merci. Vous avez eu un parcours remarquable et remarqué chez Renault pendant de nombreuses années, et puis vous avez été l'homme qui a développé Toyota en France, notamment l'usine de Valenciennes, mais pas que, avant d'avoir une destinée européenne et une destinée mondiale. Euh, En France, vous avez été à l'origine de cette usine, hein, qui, en 2024, a produit le plus grand nombre de voitures en France et qui est considérée aujourd'hui comme une usine iconique, hein, de référence en termes de production, en termes d'effectifs, en termes aussi d'image. Alors, ce parcours chez Renault, ce parcours chez Toyota, a dû vous amener à en tirer des enseignements. Et justement, ma question est simple et précise. Quels sont les enseignements que vous en tirez sur le plan culturel, puisque ce sont deux cultures en apparence différentes, hein, et très marquées, culture française, culture japonaise. Et de là, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement sur le plan managérial, la conduite des équipes, la conduite des entreprises? Effectivement, comme vous le dites, j'ai passé 16 ans chez Renault avant de rejoindre Toyota. Et quand j'ai rejoint Toyota, c'était effectivement pour démarrer ce fameux site de Valenciennes. Beaucoup de monde ne croyait pas dans la possibilité de produire en France, alors déjà en Europe, mais en plus en France, ça semblait quelque chose de très particulier. Et je dirais que la première chose que j'ai appris à travers cette expérience chez Toyota, et plus particulièrement cette première expérience lors du démarrage du site de Valenciennes, c'est que, eh bien, premièrement, il faut arrêter d'avoir ce pessimisme ambiant Oui. qui consiste à dire c'est plus possible, on ne peut produire qu'ailleurs, ah là là, les coûts, les ceci, les cela. Bien sûr, ça représente des challenges énormes. Bien sûr, ça nécessite de créer quelque chose de différent en termes de mode de fonctionnement. Et c'est ce que j'appelle aussi l'innovation managériale. On parle très souvent d'innovation technologique. On oublie qu'il y a un facteur important dans la réussite d'un site industriel qui est justement cette capacité d'innovation managériale. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous avons pu démontrer sur ce site qu'il était possible de produire en France, de produire une petite voiture, quand tout le monde vous dit « Ah non, non, ce n'est plus possible que si vous faites du haut de gamme ». On produit en France, on produit une petite voiture et on le produit de manière très profitable. La preuve, c'est que, alors vous me dites 2024, c'est vrai, 2024, nous avons été le site qui a produit le plus de véhicules en France, mais ce n'est pas simplement sur 2024, ça a été le cas sur 6 des 7 dernières années. Ah oui. Et la seule fois où nous ne l'avons pas fait, c'est parce qu'on a eu un changement de modèle, auquel cas on a ralenti la production pour faire les modifications et redémarrer. Donc, cette capacité de dire, lorsqu'on a un management adapté, et nous aurons probablement l'occasion d'y revenir, mais le management adapté, ce n'est pas une copie du système japonais. Un management adapté, lorsque l'on sait apporter un certain nombre d'innovations managériales, eh bien, première leçon pour moi de mon expérience chez Toyota, il est possible de réussir en France, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans n'importe quelle autre région. Il est possible de réussir et on l'a démontré pratiquement dans tous les pays du monde puisque nous produisons dans 31 pays différents. D'accord. Alors, sur ce sujet de l'innovation managériale, parce que moi, j'ai l'occasion, dans mon métier de consultant, de côtoyer bien évidemment des entreprises françaises, mais aussi des entreprises étrangères, américaines, anglaises, notamment, et voire allemandes. Assez souvent, ces entreprises dupliquent en France ce qu'elles vivent dans leur propre pays. Et je ne vais pas citer de nom, mais j'ai quelques références d'entreprises américaines ou anglaises. Là, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit il n'est pas question de reproduire en France ce qui se fait au Japon. Et donc, l'innovation managériale, ça a consisté en quoi? Bien, déjà, pour vous donner une petite anecdote pour cette notion de copier ou pas copier. Lorsque j'ai été recruté chez Toyota, j'ai été recruté par un monsieur qui s'appelle Monsieur Shiramizu, qui était à l'époque l'exécutif vice-président de Toyota Motor Corporation, qui s'occupait de la production de Toyota au niveau mondial. C'est lui qui est venu me voir en France, c'est lui qui m'a dit voilà, je veux que ce soit vous qui puissiez nous aider à développer ce site, etc. Et la première chose qu'il m'a dit, on est dans une stratégie long terme. Donc,
prends le temps qu'il faut. On n'a pas toujours le temps dans toutes les entreprises, mais en tout cas, prends le temps qu'il faut pour vraiment comprendre en profondeur notre manière de penser, notre manière de travailler, la philosophie, la culture que nous avons dans l'organisation. Et il m'a dit, une fois que tu as compris ça et que tu penses véritablement que ça fait partie de ton ADN, que c'est devenu quelque chose de naturel pour toi, j'ai une deuxième chose à te demander. Et cette deuxième chose, c'est, s'il te plaît, tu oublies tout. Et là, très honnêtement, j'ai eu un gros point d'interrogation. Je me suis dit, mais je sais pas, il y a un problème de traduction, c'est pas possible. Il ne peut pas me dire de comprendre quelque chose et 30 secondes après me dire, mais surtout, tu oublies tout. Donc, j'ai creusé un peu le sujet avec lui et il m'a dit, non, non, mais c'est vraiment ce que je pense. Il m'a dit, la grosse erreur, et un certain nombre d'entreprises, de conseils ont généré cette erreur également. La grosse erreur, c'est de vouloir faire du copier-coller de ce qui est fait au Japon. Donc, le Japon a été pendant très longtemps et encore dans beaucoup de circonstances un modèle d'efficacité industrielle. Et donc, vous avez des gens qui ont vendu à prix d'or un certain nombre de méthodologies, de technologies qu'ils ont appris bien souvent en lisant quelques bouquins et en faisant 2-3 petites visites d'usine au Japon, mais probablement pas en allant très en profondeur, parce que les entreprises japonaises sur ce sujet-là sont quand même assez fermées. Mais il m'a redit, la grosse erreur que même nous, Toyota, pouvons faire dans beaucoup de circonstances, c'est de vouloir, et parfois c'est presque devenu naturel dans l'entreprise de vouloir faire cela, de vouloir travailler de la même manière en Inde, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, au Canada, en Europe, de la même manière que nous travaillons au Japon. Or, pour reprendre ces termes, ça ne marche jamais. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, véritablement, alors déjà, dans les critères de recrutement, ils essaient de recruter des personnes, et c'est ce qu'ils m'ont expliqué par la suite, pour lesquelles ils pensent que l'alignement en termes de mode de pensée, culture, va être assez proche. Voilà, bon. Deuxième élément, ils vous donnent le temps d'apprendre tout ça. Mais une fois que vous avez appris tout ça, la notion qui consiste à dire « oublie tout », ça veut dire quoi? Ça veut dire, partez du principe, et c'est ce que nous avons fait sur le site de Valenciennes. Sur le site de Valenciennes, nous sommes partis du principe que, ok, il y avait un certain nombre d'éléments, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de modes de fonctionnement et de rôle du management. On pourra revenir, si vous voulez, sur le rôle du management. Il y avait un certain nombre d'éléments forts sur le rôle du management qui sont un peu spécifiques à la culture Toyota. Mais pas que, il y a d'autres entreprises qui travaillent de cette manière-là aussi. Mais en parallèle de ça, leur demande était de dire, mais vous venez tous d'entreprises différentes. Et je dirais que les 15, 20, 30 premières personnes qui ont rejoint l'usine de Valenciennes venaient tous d'entreprises différentes et pas que de l'automobile. Vous avez tous rencontré des problèmes dans vos entreprises. Vous avez tous entendu de la part d'un certain nombre de personnes travaillant dans ces entreprises des réclamations, des mécontentements sur la manière dont ils étaient gérés, managés, le rôle du management, comment ils étaient considérés, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ou tort, ce n'est pas le problème. Mais comment vous intégrez tout ça, parce qu'on a le risque d'avoir le même phénomène, pour apporter, à partir des valeurs que vous avez apprises dans la méthodologie Toyota, dans le mode de fonctionnement Toyota, dans la culture Toyota, et ce que vous connaissez comme étant les faiblesses généralement de notre management, plus particulièrement en France, puisque là on parlait de la France, comment vous arrivez à faire la fusion de ces deux éléments pour prendre, si vous me permettez l'expression, le meilleur des deux mondes. Et vous arrivez à quelque chose de complètement différent. Et aujourd'hui, après avoir dirigé Valenciennes, j'ai dirigé l'Europe et ensuite je suis parti au Japon pour diriger l'intégralité des autres pays de la planète. Quand j'allais, encore une fois, en Inde, au Brésil, au Canada, au Mexique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ben, ce n'est pas exactement la même Toyota partout. Ça veut dire que nous avons partout cherché à adapter, à ajuster notre mode de fonctionnement pour que ce soit compris, intégré, apprécié dans la culture locale. Et c'est vraiment une force énorme pour le système. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il avait complètement raison en disant le copier-coller ne fonctionne jamais. Vous avez toujours un moment, un phénomène de rejet. Alors, vous mettez en avant, vous l'avez cité à plusieurs reprises, le rôle du manager. Hein. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai eu l'occasion d'intervenir pour Toyota et à votre demande,
ça a été l'importance du manager. Alors déjà, le nombre que je trouvais important à l'époque de managers, avec je dirais une ligne hiérarchique très, très conséquente, Ouais. très graduée, hein, avec beaucoup de niveaux, alors qu'au même moment, il y avait une théorie qui circulait d'entreprises libérées Ouais. et de raccourcissement de la ligne hiérarchique. À l'inverse, chez Toyota, à Valenciennes, mais pas que, il y avait effectivement, moi, ce que j'appelais, avec un peu de dédain, un empilement des strates, des grades, qui me faisait penser globalement à l'armée ou à quelque chose de similaire. Donc, ce que vous mettez en avant, finalement, c'est le rôle très important du management. Pour vous, c'est la clé de voûte, quoi. Oui, absolument, parce que la définition du management, et je ne parle pas simplement du top management, mais je parle des différents niveaux de management qu'on peut avoir dans l'entreprise, et plus particulièrement quand on est très proche du terrain, le rôle du management est très centré sur l'aide qu'il apporte à ses collaborateurs. La manière dont il est capable d'apporter un support dans leur travail, de leur facilité de travail. Il n'est pas là pour simplement contrôler, surveiller, etc. Parfois, les gens me disent « Oh là là, les entreprises japonaises, vous êtes tous centrés sur le process, etc. » Imaginez-vous que dans une entreprise comme Toyota à Valenciennes et dans les autres sites Toyota dans le monde, nous n'avons pas de service méthode. Personne aujourd'hui n'écrit les gammes de production pour nous permettre de monter la voiture. C'est les opérateurs sur ligne qui, à partir de leur formation, parce qu'on attache énormément d'importance à la formation, et le management les accompagne sur le sujet, qui définissent quel est ce qu'on appelle le standard, c'est-à-dire la meilleure manière d'assembler le véhicule pour être efficace, atteindre le niveau de qualité, s'assurer qu'on est dans des conditions de sécurité. Et une fois que vous avez défini ça, notre souci derrière ça, c'est de dire, mais tous les jours, on pense à l'améliorer. Donc, vous savez, les gens disent, moi quand les gens me parlent du Kaizen, ils me disent « Ah, mais vous faites combien de suggestions par personne et par an ?» Et je réponds de manière un peu provocatrice, « J'en sais rien et je m'en fous. » Parce que ce n'est pas le problème. Le sujet, c'est vraiment de se dire que dans l'état d'esprit de chacune des différentes personnes, eh bien, on soit dans cette notion de volonté et d'idée permanente d'améliorer les choses parce que ça va faciliter notre travail. Donc, revenons sur le management. Le management dans ce genre de circonstances, il est là pour les aider, pour les accompagner, pour leur permettre d'avoir un travail plus intéressant, pour les écouter par rapport à leurs difficultés et apporter des solutions. Et le vrai, moi je l'appelle ça plutôt des leaders dans chacune des circonstances. C'est pour ça qu'on n'est pas regardant sur les strates. Effectivement, on n'est pas en train de dire « Ah là là, est-ce qu'on peut mettre 10 personnes de plus, 10 personnes de moins sous le scope d'un manager ?» L'idée première est de dire comment faut-il accompagner les gens pour qu'ils soient toujours plus efficaces et aussi plus satisfaits, parce que ça va générer de l'envie, parce que le premier rôle du manager, c'est d'apporter de l'aide et de créer l'envie. Quand on est capable d'apporter et de créer cette envie, envie de faire mieux, envie de travailler différemment, envie d'avoir des améliorations et pas en disant bah, « moi, la seule chose qui compte, c'est quand est-ce que j'ai fini ma journée. » quoi. Bien sûr, tout le monde est content, chez Toyota comme ailleurs, d'avoir fini, mais à un moment donné, cette notion de capacité de créer l'envie et donc d'être au service des équipes et pas là pour simplement contrôler les équipes ou pour garder... c'est pas le chien de berger, quoi. Hein, c'est pas le gars qui va surveiller que le troupeau avance correctement. Et on est sur un mode de fonctionnement qui peut paraître, avec le nombre de niveaux, qui peut paraître un peu militaire, etc. Mais je vous garantis que quand les gens pensent que c'est un système militaire, ben ça nous rassure parce que ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Et tant qu'ils n'ont rien compris, ils ne vont pas nous copier et donc on continuera à avoir une longueur d'avance. Donc ça veut dire que j'avais rien compris. Ben, peut-être, oui. Alors justement, c'est... Je suis pas sûr qu'on va garder cette partie-là. Si. Non mais, alors les consultants et beaucoup de personnes évoquent ce qui semble être l'argument référent du système Toyota, la pyramide inversée. Vous disiez, le manager est au service de celui qui fait, en fait. Oui, absolument. Alors, cette notion de pyramide inversée, bon, concrètement, c'est quoi pour vous? Ben,
Alors, c'est pas juste sur le papier, quoi. On n'est pas sur une notion de pyramide inversée sur le papier, parce que, vous savez, parfois, il y a des grands slogans, Oui, des grandes modes comme ça, etc. On est vraiment dans une logique où, euh, en tout cas, l'état d'esprit que j'ai essayé, parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, il faut continuer en permanence, et vous le savez très bien, avec les interventions que vous faites sur le site de Valenciennes, on n'est jamais arrivé au bout, il faut toujours se remettre au travail sur ce sujet-là. Mais l'idée est vraiment de se dire que la pyramide inversée, ça veut dire véritablement que l'opérateur qui est au plus près du terrain, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui génère la valeur ajoutée sur la voiture, c'est lui qui va effectivement nous permettre d'atteindre le niveau de qualité qui est un sujet absolument primordial dans une organisation comme celle de Toyota. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le premier rôle de toute autre personne dans l'organisation, c'est d'être à son service. ouais. Mais pas à son service pour lui rapporter des bouteilles d'eau, hein. À son service pour l'aider à faire son travail, pour l'aider à ce que son travail soit efficace, performant, etc. Moi, je dis très souvent, vous voyez, j'ai eu une chance inouïe quand j'ai commencé ma carrière chez Renault. Je suis tombé sur un formidable chef de département, à qui je dois beaucoup, qui, quand je suis rentré chez Renault, m'a dit tu sais que les jeunes ingénieurs font un stage d'intégration? Oui, monsieur. Tu sais que ce stage d'intégration, combien de temps ça dure? Alors, maintenant, ça dure un peu plus longtemps, mais à l'époque, il y a très longtemps maintenant, à l'époque, c'était 4 semaines. Donc, il m'a dit, donc tu t'attends à faire 4 semaines de stage d'intégration où tu vas apprendre un petit peu, tu vas travailler sur chaîne. Ben oui, monsieur. Et si je te propose de faire 2 ans, qu'est-ce que tu en penses? Très honnêtement, je n'ai pas pris ça comme une formidable nouvelle, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis puni, quoi? Et il m'a dit, non, 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 tu n'es pas obligé d'accepter. Mais je pense que si tu acceptes, tu vas pouvoir capitaliser une expérience qui va te servir toute ta vie, parce que tu vas approximativement, je dis approximativement parce que vous avez votre salaire d'ingénieur, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions véritablement qu'un ouvrier qui travaille sur ligne. Mais en tout cas, tu vas vivre leur vie au quotidien. Et le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de comprendre pourquoi, parfois, quand j'écoutais un certain nombre y compris de jeunes ingénieurs chez Toyota, quand on a démarré, etc., quand les gens me disaient « Oui, mais franchement, attends, l'opérateur, il suffit de faire un tout petit peu attention et il ne peut pas avoir ce type de problème. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand vous avez fait le boulot vous-même, ben vous vous dites à un moment donné, non, à un moment donné, il peut y avoir ce dixième de seconde, cette demi-seconde d'inattention qui fait qu'il peut se blesser, il peut faire une bêtise sur la voiture, il peut à un moment donné, vous savez, je disais en plaisantant, les entreprises européennes ont fait un truc formidable en disant on va développer l'autocontrôle, on responsabilise l'opérateur. Et moi, encore une fois, de manière un peu provocatrice, je disais, ben comme ça le client est super content, parce que non seulement il a la voiture avec le défaut, mais en plus il y a la gommette pour identifier le défaut. Donc c'est formidable, quoi. Mais il a toujours le défaut. Mais nous, on parle d'un principe très simple qui est, on arrête la ligne de production parce que le défaut ne doit pas passer au stade suivant. Or, et je l'ai partagé avec tous les patrons des constructeurs automobiles de la région quand on a démarré l'usine, tout le monde sait comment il faut faire ça. Mais il faut accepter qu'en faisant ça, vous allez, pendant une période donnée, avoir une baisse de rendement de votre usine absolument terrible, et qu'en contrepartie, il va falloir que vous travailliez sur les vrais sujets, ceux qui ennuient l'opérateur au quotidien, qui fait que quelque part, il ne peut pas bien faire son travail, et à partir de ce moment-là, quand vous êtes capable de régler ça, donc si vous n'avez pas une pyramide inversée où le management se met au service des opérateurs, parce que vous avez 1000 problèmes nouveaux tous les jours, bah à partir de ce moment-là, vous sortez 0 bagnole. Alors, on peut sortir 1000 voitures avec des gommettes, ou on peut sortir 0 voiture parce qu'on ne va pas au stade suivant. Et donc le lendemain, on en sortira 10 parce qu'on a commencé à régler un problème. Puis le surlendemain, 20, puis le jour d'après, 30, etc. Et c'est véritablement, alors c'est un peu caricatural la manière dont je le présente là, parce qu'on n'est jamais à 0 complètement, mais c'est dans cet état d'esprit que fonctionne la pyramide inversée. Et c'est dans cet état d'esprit que l'opérateur est mis au cœur du système. Après, on n'est pas non plus des bisounours, hein. On sait très bien qu'il y a toujours des dysfonctionnements. On a parfois des systèmes qui ne marchent pas aussi bien que l'on voudrait l'avoir. On a de nouveaux recrutements et puis il y a une personne qui repense à ce qu'il faisait dans le passé et qui me dit « Oh non, non, on va refaire comme avant ». Non. C'est pour ça que je dis, ça n'est jamais gagné. Il faut savoir se remettre en cause en permanence. Il faut remettre le travail sur la table tous les jours. Mais quand vous arrivez à faire ça,
et que vous avez cette volonté, et cette volonté, elle doit venir du management, et ben vous arrivez vraiment à faire des choses que beaucoup considèrent comme étant impossibles. Donc, la qualité les qualités principales d'un manager, c'est, vous avez évoqué la remise en cause, remettre le travail Oui. régulièrement en question, se poser les bonnes questions, être au service des opérateurs, de celui qui fait. Oui. C'est ça les qualités, les qualités principales. Il y a une multitude de qualités nécessaires pour être effectivement le leader dont je parle dans notre organisation. Il y a cette capacité à accompagner les gens, cette capacité à avoir un très haut niveau d'exigence, mais de commencer par avoir ce très haut niveau d'exigence vis-à-vis de soi-même, avant de commencer à être exigeant vis-à-vis des autres. Avoir la capacité d'avoir la bonne balance entre l'exigence et la bienveillance. Généralement, les gens l'opposent. Les gens se disent « Ah ben non, mais attendez, si je veux être bienveillant, je ne peux pas être trop exigeant. » C'est complètement faux, c'est l'inverse. Mais pour pouvoir être exigeant et bienveillant, il faut commencer par être exigeant vis-à-vis de soi-même. Et une fois qu'on a cet état d'esprit, cette manière de faire, eh bien, on construit étape par étape une bonne crédibilité vis-à-vis de l'ensemble de nos équipes. On n'est pas censé tout savoir sur tous les sujets, mais en tout cas, on est impliqué dans le faire, on est impliqué au plus proche du terrain, on est là en aide, en support. On n'est pas là pour critiquer les choses, mais pour apporter de l'aide. Et encore une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, si on est capable de faire que les gens se disent « Waouh, ça ne se passe pas comme ailleurs. C'est pas parfait, c'est jamais parfait. Mais ça ne se passe pas comme ailleurs. Je suis accompagné de manière différente. Il est chiant, mon chef. Mais franchement, je sais que je peux compter sur lui. » Eh bien, on arrive à quelque chose de complètement différent. Et je pense que cette notion de leadership et la difficulté qu'on a à faire comprendre ce que ça veut dire le leadership, ça fait partie des choses qui sont des éléments clés, à mon avis, dans le succès d'une entreprise. Mais je voudrais d'ailleurs vous poser une question sur le sujet, parce que vous-même, vous travaillez avec une multitude d'entreprises. Est-ce que vous voyez une évolution dans cette définition du leadership dans les différentes entreprises, et plus particulièrement en France? Parce que ça me semble être un élément clé, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue pour savoir comment les choses évoluent. Moi, ce que je vois comme évolution, c'est qu'aujourd'hui, en France notamment, mais dans le monde, hein, mais en France, restons en France, le leadership est vraiment devenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Il est vraiment devenu la définition même du leadership. C'est-à-dire, pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui, face à un groupe de personnes, face à un nombre d'individus qui sont ensemble pour produire une prestation, pour réaliser un objectif. Le leader, c'est celui qui montre le chemin, qui balise le chemin, qui donne envie, qui soutient et qui, de par son exemple, de par la dynamique qu'il instaure et qu'il distille, est capable effectivement de créer cette impulsion et d'entraîner le groupe. C'est ça pour moi le leader. Le leader, c'est pas celui qui, à un moment donné, dit voilà où il faut aller, je vous demande d'y aller, faites-moi confiance, si vous y allez, vous allez être heureux, ça va bien se passer. C'est pas moi. Ça, pour moi, c'est pas ça le leader. Et malheureusement, historiquement, dans beaucoup d'entreprises, notamment en France, le leader, c'était un peu cette définition. Aujourd'hui, je pense que cette notion de leader a évolué positivement pour une raison très simple. C'est que le manager, il a en face de lui un corps social, un ensemble de collaborateurs qui n'est pas un et indivisible, qui n'est plus défini par des appartenances catégorielles, des cadres, des agents de maîtrise, des techniciens, des ouvriers, des employés, des catégories sociales. Il a en face de lui une multitude d'individus, il a en face de lui une diversité. En fait, il a en face de lui un monde complexe. Un monde complexe, c'est quoi? C'est un monde où les comportements des composantes de ce monde ne sont pas reproductibles. Et aujourd'hui, le corps social, personne n'est en capacité de reproduire, de prédire, de mettre en équation le comportement d'un corps social. Pour un certain nombre de raisons, pour des raisons environnementales, pour des raisons d'époque, pour des raisons de médiatisation, pour un tas de raisons, le corps social, il est divers. Donc, le leader,
qui a pour mission d'arriver à un objectif, puisque c'est sa mission, c'est d'embarquer un ensemble de collaborateurs pour produire, pour arriver à un objectif, pour arriver à une finalité. Le leader, eh ben, il faut qu'il embarque ce corps social, et pour ce faire, il doit se comporter comme un véritable leader, c'est-à-dire donner du sens, c'est-à-dire baliser le chemin, c'est-à-dire montrer le chemin, c'est-à-dire commencer à arpenter le chemin, pour que, par son exemple, il crée cette envie, il crée cette dynamique, il crée cette impulsion. Alors oui, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, le leadership, c'est amélioré, c'est bonifié, et qu'aujourd'hui, sans oser dire que nous avons un modèle parfait de leadership, je constate que dans de très nombreuses entreprises, quelle que soit l'activité, quelle que soit l'organisation, quelle que soit, je dirais, la personnalité des managers, oui, le leadership a progressé très, très nettement. Dans cette dimension, non pas je suis celui qui est devant tout le monde et suivez mon panache blanc, et vous allez voir ce que vous allez voir, mais dans cette notion, je suis le leader, j'emprunte le chemin, c'est pas forcément parfait, je commets des erreurs, mais je donne un exemple, et par cet exemple, je donne envie. Ça veut dire que je peux redescendre le chemin, je me mets au niveau, je peux aider, je peux soutenir. Et oui, je pense que le leadership, aujourd'hui, est en train de comment dire, de devenir plus vertueux, de devenir plus pur, et donc quelque part plus crédible. Mais ça m'amène une question. Je viens d'évoquer la dynamique, l'impulsion, l'envie. Vous l'avez tout à l'heure évoqué dans votre présentation. Et c'est une question quand même qui m'interpelle. Je l'associe aux nouvelles générations, aux jeunes. J'ai pendant très longtemps réalisé des conférences dans le monde entier sur les nouvelles générations. Alors je ne vais pas revenir sur cette manie que nous avions tous, moi le premier, parler de d'X, Y, de Z. Très souvent, aujourd'hui, le constat, c'est de dire les jeunes générations, et c'est un peu mon sentiment, le travail n'est pas un gros mot, n'est pas une injure, du tout. Sauf que la place du travail n'est plus la place essentielle dans une vie comme ça a pu l'être dans le passé. Le travail, ils en attendent des codes, des vertus, des règles, ils en attendent un certain nombre de valeurs qui ne sont pas forcément partagées par tous les managers, par toutes les entreprises. Et la question un peu triviale, hein, si je reviens sur votre parcours automobile, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'un secteur comme l'automobile, qui est un secteur rationalisé, systémique, ordonné, structuré, répétitif, en quoi cette activité peut séduire un jeune? Vous avez raison de poser la question parce que c'est une vraie et grosse préoccupation pour nous de savoir continuer à attirer les talents dans un métier comme le nôtre. Et je voudrais vous donner 2 exemples sur le sujet. Le premier exemple, mon épouse était enseignante en collège, et quand elle posait la question, il y a une vingtaine d'années dans sa classe, sur une classe de 25 ou 30 élèves, combien d'entre vous ont envie de travailler dans un secteur technique, d'être ingénieur, de travailler sur des sujets, d'inventer des choses? Elle avait facilement la moitié de la classe qui levait le bras. C'était des gamins qui étaient en 5e, 4e, 3e. Ils n'avaient pas forcément encore une très très bonne idée, mais en tout cas, quelque part, ça les titillait un petit peu. Ils se disaient, tiens, oui, j'aimerais bien pouvoir créer des choses, quoi. Bon. Et puis, ces dernières années, quand elle posait la même question, globalement, s'il y en avait 1 ou 2 par classe qui levaient le bras, c'était presque miraculeux. Alors, permettez-moi d'être un petit peu provocateur. En France, je trouve qu'on a quand même dans notre population beaucoup de parents qui rêvent d'avoir ou des enfants qui gagnent beaucoup d'argent, et donc pour eux gagner beaucoup d'argent, c'est pas d'être chef d'entreprise, hein. Ils se plaignent des salaires des chefs d'entreprise, mais quand ils pensent gagner beaucoup d'argent, ils veulent que leur garçon ou leur fille soit footballeur ou chanteur ou chanteuse, quoi. Bon. Et si effectivement c'est pas le cas, ils disent « Oh non, mais moi j'aimerais bien qu'il ait la sécurité de l'emploi, s'il pouvait avoir un petit boulot tranquille, c'est pas mal ».
Ce n'est pas comme ça qu'on va redresser le pays. Vous êtes en Inde, vous arrivez en Inde, la notion d'ingénieur dont je parlais tout à l'heure, c'est le rêve de pratiquement tous les Indiens, quoi, en disant, mais moi, si dans ma famille, les enfants là, peuvent effectivement faire des études, et même s'ils ont des castes, des trucs, etc. Mais on est dans une logique très très différente, et c'est la base de la relation avec le travail. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, contrairement à ce que certains peuvent dire, les jeunes ne veulent pas travailler, etc., etc. Par contre, il faut créer une notion différente. Et cette notion différente, pendant très longtemps, vous voyez, par exemple, moi j'avais des gens qui me disaient, mais moi je ne veux pas rentrer chez Toyota parce que vous allez me demander de travailler chez Toyota à vie. De quoi? On venait tous d'entreprises différentes. Donc, bon, vous pouvez travailler toute votre vie chez Toyota si vous voulez, mais si au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous voulez faire une autre expérience ailleurs, on ne va pas vous mettre un couteau sous la gorge en disant que tu n'as pas le droit de partir, quoi. Donc, cette notion de liberté, indépendance, etc., elle existe, c'est clair. Mais pour moi, ce n'est pas un vrai problème dans notre organisation. Le vrai problème dans notre organisation, c'est premièrement, de savoir expliquer, de notre côté, qu'est-ce que c'est le travail dans une entreprise de l'automobile? Quelles sont les opportunités? Quelle est la diversité des métiers qu'on peut rencontrer? Vous savez, quand on a démarré l'usine de Valenciennes, moi, il y a des gens dans la région ici qui m'ont dit « Ah oui, mais ce serait quand même mieux. » Bon, bien sûr, c'est bien, c'est une usine, mais ce serait quand même mieux si c'était un centre de recherche. Et je leur disais « Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous croyez que tous les enfants de la région vont travailler dans un centre de recherche? On crée 5000 emplois. Oui, mais si vous aviez au moins, je ne sais pas, 50 ou 100 ingénieurs dans un centre de recherche, ça, ce serait top. On a 350 ingénieurs à Valenciennes. Alors, au lieu de 100, on en a 350. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et la différence essentielle, c'est qu'on est capable de créer et d'offrir des opportunités de carrière pour une multitude de personnes, parce que personnellement, et je l'ai déjà dit à de nombreux politiques, je pense qu'il n'y a pas de nation forte sans industrie forte. Et ceux qui pensaient qu'on pouvait tout faire avec du service, etc., je pense que c'est complètement bidon. Il n'existe pas, pour moi, aujourd'hui, de nation forte sur la planète qui n'a pas une industrie forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit redonner ce goût à l'activité industrielle. Et ce goût à l'activité industrielle, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas effectivement, c'est pas Zola, c'est pas les temps modernes de Charlot. On est sur des organisations très très différentes. Mais ça, on a un travail à faire. Les parents ont un travail à faire, l'éducation nationale a un travail à faire, l'État a un travail à faire autour de tout ça aussi, de manière à ce que tous ensemble, on soit capable de s'apercevoir et de faire comprendre aux jeunes générations plus particulièrement, qu'un métier comme l'automobile, c'est un métier qui a du sens et dans lequel vous pouvez avoir de la fierté de contribuer à la mobilité. Parce que la mobilité aujourd'hui, c'est pas simplement j'ai une belle voiture avec un gros moteur, quoi, hein, ou j'ai une voiture électrique qui pollue pas, je sais pas trop quoi. C'est véritablement la capacité de dire on apporte une liberté qu'est la mobilité pour toute personne, quel que soit votre statut, quel que soit votre âge, quelle que soit la localisation où vous vous trouvez sur la planète. Et à partir du moment où vous apportez ce sens, parce que ça fait partie du sens, le premier objectif, c'est de se dire comment le ou la jeune personne qui va travailler avec nous va avoir de la fierté à faire ça. Vous savez, on donne souvent l'exemple d'un gars, c'est une anecdote ce truc, mais on donne souvent l'exemple de quelqu'un qui visite Cap Canaveral et qui voit un gars en train de balayer au pied du lanceur. Et il lui dit, tiens, vous faites partie du service de nettoyage de Cap Canaveral? Et le gars répond, ah non monsieur, moi je lance des fusées. Et quand vous êtes dans l'automobile, quel que soit votre poste, quel que soit votre rôle, vous devez avoir la fierté de faire partie de l'équipe. Et si vous êtes en plus dans une équipe gagnante, c'est le rôle du management derrière de les accompagner pour leur permettre d'être dans une équipe gagnante. Si vous êtes dans une équipe gagnante, cette fierté est encore beaucoup plus forte. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas de soucis pour recruter. Ce n'est pas vrai, on est comme tout le monde, on a un certain nombre de difficultés, etc. Mais on a quand même un beau petit avantage par rapport à beaucoup d'autres entreprises parce que cette fierté, cette réussite, cette capacité de dire rejoignez une équipe qui gagne, eh bien, ça fait partie des éléments que l'on utilise en tout cas dans notre process de recrutement. Alors, vous évoquiez la mobilité, si je ne m'abuse, la mobilité, c'est la raison d'être du groupe Toyota. Oui.
je ne connais Oui, bien sûr. pas par cœur le slogan. Euh, Par rapport aux évolutions sociétales que nous vivons aujourd'hui, en termes d'environnement, de développement durable, en termes sur des sujets dont on parle beaucoup ces derniers temps, de télétravail, de peut-être de régionalisation, enfin de mode de transport, euh, comment, comment on peut connecter ça à la mobilité et notamment Oui. à cette... parce que si je me rappelle la définition de cette raison d'être de Toyota, la mobilité, c'est ce qui peut permettre à n'importe quel individu dans n'importe quel pays de vivre sa vie, en fait. C'est un peu ça la Oui, définition. oui, tout à fait. On a, on a deux, on a deux valeurs clés par rapport à ça, et, et ça fait partie des éléments qui sont parfois mal compris. Quand je dis mal compris, je parle des gens qui ne sont pas chez Toyota, qui voient ces deux éléments et qui disent bon bah ouais, ça c'est comme tout le monde quoi. Mais ils ne comprennent pas à quel point c'est un guide pour notre stratégie, notre mode de fonctionnement pour le futur. Les deux éléments, c'est mobilité pour tous, et je vais revenir sur la définition de ce que nous mettons derrière mobilité pour tous, et nous ne laissons personne derrière. Alors, mobilité pour tous, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, moi, il y a très longtemps, un certain nombre de journalistes me disaient ah, alors, je ne vais pas dire la marque, mais une autre marque de l'autre côté du Rhin avait prétendu pouvoir avoir des milliers de voitures autonomes et un contrat formidable avec Uber pour avoir des taxis autonomes qui devaient être sur la route en 2021. Bon. Et moi, je leur avais dit à l'époque, j'aurais dit, écoutez, j'ai deux choses à vous dire. Ah là là, ça y est, vous allez prendre des excuses parce que Toyota, vous êtes en retard. Je dis oui, on est en retard, mais tout le monde essaie de nous copier. Donc si vous copiez les gens en retard, c'est quand même un petit peu particulier. Mais j'ai deux choses à vous dire. Notez bien la personne qui vous a dit qu'en 2021, ce serait sur la route. Et en 2021, allez revoir cette personne pour lui demander pourquoi il n'a pas réalisé ce qu'il avait dit. Bon, ils ne l'ont jamais fait. Mais leur idée, c'était de se dire, la voiture autonome, c'est vous allez repartir d'ici, vous allez vous mettre sur le siège arrière, vous allez prendre votre journal et vous n'allez plus avoir besoin de chauffeur, votre voiture va rentrer chez vous. C'est pas comme ça que nous considérons la voiture autonome chez Toyota. Et c'est ça que ça veut dire mobilité pour tous. La voiture autonome pour nous chez Toyota, c'est le moyen de dire que dans un vieillissement de population tel qu'on le connaît, et par chance sur l'ensemble de la planète, les gens vivent de plus en plus longtemps, dans ce vieillissement de population, les gens qui auront 90, 95, 100, 110 ans peut-être, on dit aussi que pratiquement 25% des bébés qui naissent actuellement seront centenaires. Est-ce que ça veut dire qu'à 100 ans, ils seront encore à capacité de conduire leur voiture? Ce n'est pas du tout certain. Or, si on leur retire la liberté de mobilité, ils perdent une part essentielle de leur raison de vivre et de leur liberté tout court. Alors les politiques vous disent transport en commun. Et je leur dis simplement, je dis écoutez, on va ensemble, on va prendre le métro à Paris. Essayez, moi ma belle-mère est en chaise roulante, essayez de l'emmener dans le métro à Paris. Ou alors ils vous disent non, les bus, etc. Ok, parfait, mais je suis d'accord pour tout ça. Sauf que quand vous avez 90, 95 ans, que vous avez votre déambulateur, allez faire 200 mètres pour aller chercher le bus. Le bus, il n'y a pas un arrêt de bus en face de chaque habitation. Nous, notre rêve, Ouais. et qui fait partie des choses qui font que une partie de nos équipes sont fiers de ça en disant waouh, si on arrive à faire ça, c'est quand même quelque chose. C'est de dire que le développement de la voiture autonome, c'est pour vous permettre d'avoir, alors vous voyez, encore une fois de manière provocatrice, je vais dire une boîte à conserve, un truc carré avec 4 roues. On ne va pas chercher à avoir un machin, mais qui va venir vous chercher devant chez vous, mais devant chez vous, qui va vous permettre de monter à l'intérieur, que vous soyez en béquille, en déambulateur, en chaise roulante, quelles que soient les circonstances, et va vous emmener exactement au point où vous voulez aller pour le prix d'un billet de transport en commun. Si vous me dites quand est-ce que vous êtes capable de faire ça, j'en sais rien. Et on n'a pas même encore la solution pour ça. Mais c'est notre raison d'être. C'est la raison pour laquelle on se dit, continuons à travailler. La voiture autonome, c'est dans un premier temps une assistance pour permettre d'avoir moins d'accidents. Et le deuxième élément, la finalité, c'est de se dire, on va permettre d'avoir de la mobilité pour tous. Deuxième facteur, on ne laisse personne derrière.
on laisse personne derrière. Ça veut dire que vous soyez dans un centre-ville, que vous soyez en plein milieu d'une campagne, que vous soyez en plein milieu de pays qui sont encore en cours de développement, ben vous avez droit à la mobilité et on doit vous apporter des solutions compatibles avec ça. Ben, ce n'est pas forcément facile. Ça représente des enjeux énormes. C'est une stratégie long terme. Mais je peux vous dire que quand vous arrivez à expliquer ça aux gens qui travaillent chez nous, ben les gens ont une grande fierté de pouvoir contribuer quelque part à cela. Même si, à l'instant T, ce n'est pas très clair pour eux dans leur tête de dire oui, mais finalement, quelle est ma contribution? Ce n'est pas grave. Quel que soit le métier que vous faites, vous apportez une petite pièce à cette solution-là et à cette recherche de solutions pour le futur. Et ça, pour moi, ça fait partie des éléments majeurs qui font que ben, notre entreprise arrive à donner du sens. Et encore une fois, on fait plein d'erreurs, on a plein de problèmes, mais en tout cas, on est capable, grâce à cela, d'avoir cette stratégie et cette vision long terme qui nous permet de dire, ben, on sait où on va. Permettez-moi un autre exemple. En 2015, et rappelez-vous, 2015, c'est il y a 10 ans, ça ne paraît pas très loin, mais il y a 10 ans, qui parlait de l'environnement comme on en parle aujourd'hui? Qui parlait du réchauffement climatique comme on en parle aujourd'hui? Bien sûr que ça existait, bien sûr que Jacques Chirac avait déjà dit « la planète brûle », etc. Mais dans la vie de tous les jours, vous n'aviez pas la moitié du journal télévisé tous les jours qui parle du réchauffement climatique. Vous n'aviez pas 2 ou 3 pages dans tous les quotidiens nationaux qui parlent des problèmes de la planète, des océans, du réchauffement climatique. En 2015, chez Toyota, on fait un plan sur protection de l'environnement 2050. Vous savez comment ont réagi beaucoup de mes collègues? Parce que depuis le temps que je travaille dans l'automobile, j'en connais pas mal quand même dans d'autres... Ils m'ont tous dit, non mais Didier, tu rigoles quoi. 2050, tu seras plus dans le métier. Et alors ils ont raison. Hein. Et deuxième sujet, 2050, ben, on verra ça plus tard quoi. Je leur ai dit, mais là vous n'avez rien compris les gars. Quand les Japonais disent aujourd'hui, et quand chez Toyota on se dit 2050, c'est pour pas se mettre de limite. Si vous dites qu'est-ce qu'on est capable de faire dans les 2 ans qui viennent, automatiquement vous vous auto-limitez. Parce que vous dites, eh ben, attends, je vais pas dire que je vais aller sur Saturne, quoi. Donc, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut rester un peu réaliste. Mais quand vous pensez de 2015 à 2050, vous pensez stratégie long terme et vous vous dites, je ne me mets pas de limite. Mais la différence essentielle, c'est que quand en 2015 vous dites voilà où je veux aller en 2050, l'après-midi où vous avez déposé ce dossier-là, vous commencez à travailler sur le sujet. Et c'est la raison pour laquelle on a accéléré les technologies hybrides, d'autres éléments de ce type, la pile à combustible, enfin bref, tous ces éléments qui font qu'on n'a pas de l'avance parce qu'on est plus malin, parce qu'on est meilleur, parce qu'on a juste une stratégie long terme que l'on doit ajuster régulièrement parce que naturellement, il y a l'environnement extérieur, il y a le monde politique, il y a toute une série d'éléments. Mais en tout cas, on ne fait pas un virage à 180 degrés en disant « oh là là, on change tout ». On est complètement à l'opposé de ce qu'on voulait faire dans le passé. On garde une grande consistance dans ce que l'on veut faire. Et ça donne aussi de la crédibilité dans notre organisation. Et je pense que les gens qui nous rejoignent prennent conscience de ça assez rapidement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a un turnover qui est plutôt faible. On a, bien sûr, mais on a un turnover qui est plutôt faible et qu'on a peut-être un peu plus de facilité que d'autres à recruter du monde. Mais ça, effectivement, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, je connais bien le site Valenciennes, puisque je vous accompagne depuis un grand nombre d'années. Et je reviens sur la question que vous me posiez tout à l'heure sur ma vision de l'évolution du leadership. Je vous ai répondu que pour moi, le leadership avait évolué plutôt positivement dans cette notion le leader guide, donne du sens, montre le chemin, balise le chemin. Ce que je retiens notamment de votre présentation de la stratégie Toyota et de la mobilité, ne pas laisser personne derrière, les mobilités pour tous. Ce qui me semble important dans le rôle du leader, c'est d'être en capacité de revenir sur la raison d'être de l'entreprise. C'est quoi notre mission? C'est quoi au-delà de la vision? Parce que ça, c'était une tradition de dire suivez-moi, je suis un leader, voilà où je veux aller, c'était l'histoire de la fusée, je vais vous emmener sur la Lune, faites-moi confiance, on va tous aller sur la Lune. Je pense que ça, c'est passé d'époque, c'est passé de mode, c'est inefficace.
ça met des gens sur le côté, ça laisse des gens derrière, tout le monde n'embarque pas dans la fusée, et puis on le voit bien, des fois la fusée retombe, et ça crée quand même beaucoup de dégâts. Ce qui me semble important, et notamment je m'appuie sur la notion de mobilité, c'est la raison d'être. C'est quoi l'ADN? On est là pourquoi? Et quand vous dites, nous, Toyota, même si aujourd'hui nous fabriquons effectivement à Valenciennes des Yaris, bon, c'est des voitures, ok, mais au-delà de ça, le groupe a une visée, a une réflexion qui est de dire, nous voulons assurer en 2050, à plus ou moins court terme, moyen terme, la mobilité pour tous et surtout ne laisser personne sur le chemin. Et ce que je vois comme le rôle du manager, pour synthétiser un peu nos propos, c'est que, un, le manager doit avoir pour, je dirais, ambition de ne laisser personne sur le chemin, de ne laisser personne derrière. Et pour ce faire, il a énormément d'outils, bien évidemment, et il doit faire en sorte d'assurer aussi une mobilité. Alors elle peut être professionnelle, géographique, elle peut être comportementale, elle peut être culturelle, mais il doit faire en sorte d'assurer une mobilité au sein de ses équipes pour justement créer l'envie dont vous parliez tout à l'heure. Les jeunes générations, et ça ne veut pas dire que demain, un jeune ne fera pas 30 ans chez Toyota, comme vous le disiez, ce n'est pas le sujet, mais c'est associé à un mot que vous avez répété de nombreuses fois, et ça me semble très important, à la notion de liberté. Et cette notion de liberté, c'est pour moi une des conditions, quelque part, de la motivation, de l'engagement, de l'implication et la réussite. Et donc pour moi, le leader, il doit développer cette liberté, la faire ressentir, la faire vivre, et de ce fait créer une mobilité qui embarque son collectif, son groupe social, quelle que soit la diversité, en faisant en sorte que personne ne soit laissé derrière. Voilà. Bon, en tout cas, Monsieur Leroy, je voulais vous remercier infiniment. Merci. De cet échange. Et je voulais vous dire que je suis très heureux et très fier de pouvoir travailler et échanger avec vous. Merci beaucoup. En résumé, qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui va être capable de justement créer cette envie. Quelqu'un qui va être capable de donner du sens à ce que vous faites. Quelqu'un qui va apporter passion, énergie, fighting spirit aux équipes. Et qui fait que derrière cela, eh bien, avec cette personne, vous allez être fier de travailler dans cette équipe. Vous allez avoir une grande fierté de ce que vous faites. Et plus rien ne vous semblera impossible. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir.